Bonsoir à toutes et à tous. Merci de venir assister à cette conférence. Pour ma part, je suis la directrice pédagogique de l'Alliance française de Buenos Aires. Et juste vous dire, surtout aux personnes qui sont dans la salle, que nous organisons à l'occasion de la fête de la musique, 21 juin, un concert dans notre espace Renault de 20h à 21h de jazz manouche en hommage à Django Reinhardt. Donc vous êtes tous évidemment cordialement invités. Je cède la parole à Caroline, ma collègue de l'Institut français d'Argentine, qui va vous expliquer la conférence. Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Caroline Pérez, attachée de coopération éducative et linguistique à l'Institut français d'Argentine. Donc, simplement vous dire que nous avons deux invités de l'Université des Antilles en Martinique, donc Bruno Stefani et Jean-David Belloni, qui va partager avec nous une conférence ce soir. Ils ont été invités en réalité pour le 16e congrès national des professeurs de français qui s'est tenu la semaine dernière à San Juan, et on voulait profiter de leur présence pour partager aussi avec Buenos Aires leur savoir et partager la conférence et l'atelier qui a été tenu la semaine dernière. Donc, je ne serai pas plus longue. Je cède la parole à Bruno Stefani, qui va présenter en quelques mots le master FLE à distance qui est proposé par l'Université des Antilles. Bruno, c'est à toi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis extrêmement heureux d'avoir été invité ici à l'Alliance française donc de Buenos Aires pour présenter notre master FLE à distance et en ligne. Nous l'avons donc présenté au Congrès des professeurs et il va de soi que grâce au soutien de l'ambassade de France, de l'Institut français et de l'Alliance française, nous devons aussi de le présenter ici dans ce très beau lieu. Alors, sachez que je suis le directeur de l'Institut caribéen, localisé donc dans l'Université des Antilles. Nous avons donc deux pôles, le pôle Martinique et le pôle Guadeloupe. L'Institut est situé dans la faculté de lettres, donc dans le pôle Martinique. Notre master est entièrement en ligne et à distance. Il faut savoir que nous sommes aujourd'hui l'un des masters de France qui dispose le plus d'étudiants dans le monde. Nous sommes présents sur les 5 continents. Et dans ce cadre, nous proposons donc notre master qui est composé de nombreux cours. Alors, il se décompose sur la première année en 2 semestres. Il y a certains cours donc, qui sont vraiment focalisés sur tout ce qui est didactique du FLE, comme par exemple histoire de l'enseignement des langues, organiser un cours de FLE, la phonétique, didactique du FLE et créativité. Et nous avons des cours davantage périphériques, comme par exemple celui focalisé sur la créolisation culturelle. Cela fait sens puisque nous sommes effectivement dans un département français chargé d'histoire en lien avec la créolisation culturelle. Nous avons aussi un cours de diversité culturelle et développement durable, et enfin un cours de méthodologie de la recherche, car comme vous le savez, en 2e année, il vous est demandé d'écrire un mémoire pour la soutenance, et la méthodologie française est un peu différente de celle que l'on peut rencontrer auprès des pays étrangers et de nos amis sud-américains, et c'est pour ça, il nous semble que ça fasse sens de présenter un cours de méthodologie de la recherche. Le 2e semestre s'organise aussi autour de 8 cours. Là encore, des cours focalisés donc sur le cœur du métier, le cœur du métier de l'enseignant de FLE. Nous avons un cours de didactique de l'oral et de l'écrit, un cours de théorie linguistique, didactique des langues et migration, TIS et didactique des langues, apprentissage interculturel. Et nous estimons aussi qu'un professeur de FLE s'est amené à organiser, à coordonner des cours de FLE, à diriger des instituts, des alliances françaises, des centres de langue. Et c'est pour ça que nous proposons un cours de management intitulé « Organiser et gérer une structure dédiée à la diffusion de la langue et culture française ». Il s'agit à travers ce cours d'avoir les clés du management d'une structure, comme par exemple savoir comment organiser le marketing, l'organisation du management, savoir ce que je dois faire quand, par exemple, j'ai un cours qui n'est pas rentable, mais peut-être aussi que j'ai intérêt à l'ouvrir pour des raisons stratégiques, ce que c'est qu'un point d'équilibre, à quel moment il est nécessaire que j'ouvre un cours et quand est-ce que je suis rentable. Bref, à travers ce cours de management, vous aurez l'occasion d'avoir les clés, en tout cas de comprendre globalement comment se passe le management d'un centre culturel. Alors, très bien, la première année s'est passée, j'ai mon M1, et là, je rentre à M2. Le M2 s'organise encore autour de 2 semestres
Un premier semestre composé encore de 8 cours, des cours qui sont réellement surtout focalisés sur la francophonie, la diversité culturelle, l'anthropologie culturelle, plus 2 autres cours. Un cours qui présente le CECR, mais il demandait à travers ce cours d'écrire un rapport en lien à votre réalité. Donc, par exemple, on peut imaginer qu'en Argentine, vous y soyez amené à présenter un sujet sur l'impact du CECR dans les politiques linguistiques de l'État, par exemple de Santa Fe ou de San Juan. L'idée, c'est que vous puissiez, à travers les connaissances que vous disposez du terrain, créer un lien avec ce que nous proposons, nous, au niveau des connaissances du CECR. Et enfin, un dernier cours de médiation culturelle en contexte, parce qu'il s'agit aussi de savoir comment organiser mes cours de FLE quand je veux faire un lien avec la culture. La culture est essentielle pour la présentation du FLE, pour la mise en place de cours de français langue étrangère. Et là, on vous donne encore des clés, des pistes pour savoir comment mettre en place un cours de FLE en vous appuyant sur tout ce qui est culturel. À l'issue de ce 3e semestre, c'est donc le moment de l'écriture du mémoire. Vous avez donc 4-5 mois pour écrire un mémoire. Il faut savoir que notre idée, c'est que vous puissiez écrire un mémoire en lien avec votre terrain professionnel. C'est donc un mémoire de stage que vous pourrez réaliser en fonction de votre quotidien. On peut imaginer, par exemple, qu'un professeur de FLE situé dans une alliance française à San Juan, je pense à San Juan puisque nous étions présents au congrès des professeurs il y a encore quelques jours, puisse créer une thématique en lien avec son contexte professionnel. Donc, c'est un avantage. D'abord, vous allez parler de ce que vous connaissez bien. Et en outre, vous n'aurez pas besoin de justifier un stage puisque vous serez réellement sur place, donc en plein lieu professionnel. Au niveau de nos cours aussi, nous serons dans l'obligation de présenter une langue. Donc, il vous sera demandé de vous inscrire soit dans un cours d'anglais, soit dans un cours d'espagnol. Nous avons trouvé une solution en ce qui concerne les hispanophones. Si vous prenez l'espagnol, vous avez automatiquement tous 20 sur 20. Ça ne faisait pas sens pour nous de vous évaluer, alors que bien souvent, vous avez bien évidemment les hispanophones, le niveau maximum attendu, qui est le niveau B2. Donc, si vous choisissez de faire espagnol, tant mieux. C'est déjà un cours de gagner une bonne note obtenue. Si en revanche, vous choisissez l'anglais, pourquoi pas, mais sachez que les attentes correspondent à un niveau B2. Alors maintenant, je vais vous présenter le témoignage de Maë, qui a été l'une de nos étudiantes lors du Master FLE. Elle est en poste à l'Institut français et rien de mieux que d'une de nos anciennes élèves pour évoquer notre Master FLE. Oui, alors d'abord, j'avais fait un comparatif avec tous les différents masters en ligne. Donc, il y en avait quelques-uns, 5 ou 6 de mémoire. Et en fait, j'avais déjà eu une expérience un petit peu malheureuse, entre guillemets, quand j'avais fait le DU FLE avec une autre université, où j'ai dû me déplacer pour les examens alors que c'était entièrement en ligne. Et donc là, je me suis vraiment assurée, j'ai envoyé des mails à l'Université des Antilles qui m'ont assuré que pour toutes les étapes, on n'avait pas à se déplacer, donc ce qui était très pratique parce que je vivais en Amérique latine. Donc, que ce soit pour suivre les cours, que ce soit pour le mémoire, pour passer les examens, pour la soutenance, à aucun moment, on avait à se déplacer. Donc, c'était un gage très important, surtout, bien sûr, au niveau économique, en gestion. Comme disait Caroline, je travaille à l'Institut français d'Argentine. Je suis très occupée, j'ai un travail à plein temps. Donc, vraiment, ce qui était très important, c'est pour le faire entièrement en ligne et à mon rythme. Les cours sont disponibles 24 heures sur 24. Donc, même si on a des grosses journées, que ce soit professionnelles ou familiales, on arrive tout de même à combiner. Alors, bien sûr, ce n'est pas facile, mais on arrive à suivre directement donc, le master. C'est tout le temps disponible. Donc dès qu'on a un petit créneau le soir ou le week-end, on peut se connecter, le faire à notre rythme. On a un calendrier qui est donné par l'université
un calendrier prévisionnel qui nous indique un peu le rétro-planning, qu'est-ce qui serait bien idéalement de faire, donc d'abord ce cours, après ce cours, dans ces temps, etc. Et qui aide beaucoup. Après, si on ne peut pas tenir ce planning, c'est vraiment bien sûr à titre indicatif. Donc, on peut le faire. On a des dates limites pour rendre les dossiers. Ce sont souvent des dossiers, des rédactions à rendre directement à déposer sur la plateforme. Donc là, bien sûr, il y a des dates limites, mais on peut s'organiser comme on le souhaite. Après, il y a deux plateformes, enfin, c'est peut-être la même plateforme, mais moi, je vois qu'il y a deux plateformes. Une plateforme pour les cours en ligne. Donc, comme le disait M. Stéphanie, il y a 8 cours au premier semestre, dont un cours de langue dans les 8 cours. Moi, j'ai choisi espagnol. Donc, dans tous les cas, pour les hispanophones, ce n'est pas un cours perdu parce que ce sont des débats, des forums, une rédaction. Donc, c'est très intéressant même de prendre, étant hispanophone, de prendre un cours d'espagnol parce que ça s'articule autour d'une réflexion. Une réflexion, une analyse. Et c'est ça dans tous les cours. Je crois qu'il y a un micro qui n'est pas fermé. Et juste assez brièvement, je répondrai aux questions si vous en avez. Mais en tout cas, de ce que je vois de mon expérience au master, donc actuellement je suis en M2, j'ai pu valider donc toutes les matières l'année dernière du M1, toutes les matières du premier semestre du M2, et maintenant je suis dans la rédaction du mémoire. Ce que je vois des cours de l'Université des Antilles, c'est qu'il y a une partie donc de contextualisation du FLE, des cours plus théoriques, mais qui permettent vraiment d'avoir un contexte, c'est-à-dire un petit peu des cours d'histoire, de méthode, de didactique, connaître, donc pour un enseignant de FLE, c'est indispensable, l'évaluation, la certification, d'avoir un cadre entre l'anthropologie, la sociolinguistique, vraiment connaître tout ce cadre, mais il y a aussi des cours très pratiques, comme par exemple comment organiser un cours et avoir une expérience et avoir une vision sur son propre exercice en tant qu'enseignant. Donc, comment clairement élaborer des fiches pédagogiques ou des exercices de phonétique corrective, savoir comment pouvoir donc surmonter peut-être des difficultés ou des choses qui vous arrivent tous les jours dans vos cours. Et il y avait aussi des cours très pratiques sur comment intégrer le numérique, donc ce qui maintenant est une évidence en 2021 et surtout après la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser. Donc, pouvoir intégrer le numérique. On a créé un blog qui pouvait être pour les enseignants, mais aussi pour les apprenants. Donc, c'était donc c'est ludique, mais en intégrant la dimension numérique qui est maintenant essentielle. Pour les personnes qui s'intéressent, donc je suis dans le réseau diplomatique depuis quelques années, qui s'intéressent pour travailler dans une alliance française, également que ce soit pour être professeur, pour être dans l'équipe département pédagogique, pourquoi pas la direction d'une alliance, on a toutes les pistes pour pouvoir y arriver. Et j'espère ne pas être trop longue, sinon Caroline, tu me fais signe. Dans le master, ce qui était aussi intéressant, enfin, ce qui était intéressant pour moi, donc j'ai fait une grande partie de mes études donc, en France et l'autre partie en Amérique latine, c'est que on a très peu d'informations sur la francophonie en général. Souvent, on a beaucoup d'informations sur la France métropolitaine. Et ce master nous ouvre une vision aussi sur le monde. On peut donc développer sa culture générale.
connaître l'histoire, la culture. Donc, il y a des matières, la créolisation culturelle, par exemple, l'interculturalité, et connaître une autre réalité, une diversité culturelle. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Connaître la francophonie, donc pour moi qui avait, qui avait fait une partie de mes études en France métropolitaine, et après en Amérique latine, il manquait quand même une vision un petit peu plus globale. Donc voilà, enfin moi, comme vous voyez, j'en suis très contente. J'ai pu tout faire à distance, travailler, étudier à mon rythme, en même temps que mon travail à temps plein. Donc on peut très bien s'organiser. Il y a un forum où on peut échanger entre étudiants. On peut échanger avec tous les professeurs responsables, donc que ça soit par mail, par chat, c'est assez dynamique. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, c'est vous lancer. Vous lancer et puis essayez de le faire à votre rythme. Et puis, si c'est trop de matière, étalez dans le temps. C'est pas grave, vous le ferez en 2, en 3 ans, mais vraiment lancez-vous parce que c'est une opportunité. En plus, maintenant, avec les bourses de l'ambassade et l'Institut français d'Argentine, vous avez la possibilité d'avoir accès à une formation de qualité gratuitement. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de s'y pencher. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et j'espère ne pas avoir été trop longue. Non, merci Maï pour ce témoignage. Bien au contraire, c'était très pertinent, très exhaustif. Alors, il est nécessaire maintenant que j'apporte aussi quelques informations supplémentaires. Il faut savoir que les cours sont asynchrones, hein, c'est-à-dire qu'à aucun moment, nous présentons ces cours synchrones, ce qui vous permet en fait de vous organiser en fonction de vos besoins, en fonction du moment, pour pouvoir rendre les devoirs à temps. Les devoirs se rendent sur la plateforme. Nous favorisons aussi le travail collaboratif, c'est-à-dire qu'un certain nombre de travaux sont demandés pour être rendus à plusieurs. Nous estimons qu'on est bien plus fort à plusieurs que seul. Et c'est pour ça que sur beaucoup de demandes, il y a des rapports à rendre et on vous demande de faire un travail de groupe. Alors, ce qui est demandé aussi, bien évidemment, souvent, c'est le prix. Hein. Donc, le prix est environ peu au prou à 350 €, un peu moins que 350 € actuellement, sachant que les coûts se répartissent en 2 parties. Il y a les cours d'inscription à l'université qui s'élèvent à 243 €, plus les cours de contribution de la vie étudiante qui s'élèvent à 95 €. Alors, bien évidemment, parfois aussi, vous avez l'occasion de dialoguer avec vos enseignants sur les thématiques spécifiques au cours. Et pour cela, nous organisons des conférences synchrones cette fois-ci avec nos étudiants et qui sont enregistrées pour permettre à ceux qui n'ont pas pu y assister ou poser des questions d'y avoir accès un peu plus tard, ultérieurement. Alors là, j'ai du public aussi devant moi. Peut-être qu'il y a encore des questions qui souhaitent m'être posées. Alors, je suis à votre écoute. Donc, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas donc à revenir vers nous. Notre mail, on pourra vous le communiquer plus tard, mais d'ores et déjà, sachez que c'est le suivant, masterfleu, masterfleu sans point, @univ-antilles au pluriel.fr. Je répète, masterfleu, @univ-du6 antilles au pluriel.fr. Je vous remercie beaucoup pour l'attention. Et maintenant, avant de vous quitter, je vous présente Jean-David Belloni, notre maître de conférence de l'Université des Antilles, qui a vous présenter donc une conférence. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup, Bruno. Merci à l'Alliance française et à l'Institut français de nous recevoir, de nous accueillir. Alors, j'espère que vous voyez correctement en fait, ce qui s'affiche à l'écran. Je crois que ça déborde un tout petit peu, là, je ne sais pas, on verra. Alors, Caroline, juste simplement, pourrais-tu me préciser le temps dont je dispose? OK.
Donc, je vais en fait passer rapidement sur certains aspects de la conférence que j'avais développé un peu plus à San Juan. L'idée étant là de vous présenter ce que la façon dont on aborde la question de l'interculturalité au sein du master. Là, avec l'accord de mon collègue Lionel Martin, qui est chargé de proposer ce cours en Master 1, j'ai récupéré donc des éléments pour montrer un petit peu comment en Master 1, on forme les futurs étudiants et quelle est notre approche par rapport à cette question de l'interculturalité. Et l'idée, finalement, c'est de réfléchir à ce que c'est que l'interculturalité et de savoir concrètement quelle méthodologie on pourrait mettre en place pour travailler dans ce sens-là. Et notamment, c'est ce que je vous montrerai rapidement lors du petit atelier qu'on aura ensemble. Donc, simplement avoir en tête, je ne vais pas m'y attarder, je vais passer assez rapidement sur les slides, mais l'idée, c'est qu'il y a eu une évolution des concepts de culture et de civilisation, notamment en France, et j'y reviendrai dans les slides suivants, le fait qu'en France, il y a eu une évolution et une utilisation de culture à la place de civilisation. Je vais vous expliquer très rapidement pour quelles raisons. Culture et civilisation, des concepts qui sont ancrés dans l'histoire, ce qui fait qu'on ne trouve pas de définition unique et au cours des siècles, il va y avoir diverses acceptions qu'on va retrouver dans les supports aussi, tels que les manuels. Dans le manuel Mauger Bleu de 1953, par exemple, il est question de cours de langue et de civilisation. Donc là, on retrouve une synonymie entre les termes. Donc, ce sont des concepts ancrés dans l'histoire parce qu'en fait, ils datent de l'Antiquité avec des exploitations, des interprétations qui vont influencer la façon dont les enseignants et les manuels vont se l'approprier. Donc, la façon d'aborder la civilisation ou la culture est très liée finalement à une histoire, à une culture un petit peu liée à cette histoire. Donc, des concepts qui sont vraiment ancrés dans l'histoire et qui ont influencé la littérature pédagogique, notamment en France, avec comme point culminant au XIXe siècle l'enseignement des études classiques ou des humanités, la fameuse langue et civilisation grecque et latine, avec comme objectif formatif cet aspect moins pratique, plus tourné vers l'aspect un peu intellectuel, assigné à l'enseignement. D'où, j'y reviendrai aussi, le fait d'aborder la culture parfois uniquement sous certains angles et la difficulté d'entrer dans une réflexion autour de l'interculturalité. Donc, le poids de l'histoire, pourquoi? Parce que civilisation était à l'origine déjà un terme qui était assez ambivalent, avec, là je cite notamment Febvre, qui renvoie soit à un concept plus ethnographique, là plus dans le sens de culture actuelle, mais aussi avec le renvoi des degrés de développement des différentes sociétés humaines. Dans ce sens, dans ce deuxième sens, en fait, c'est ça qui est problématique et c'est dans ce sens-là souvent qu'on a tendance à puiser et à l'utiliser, à l'exploiter avec une conception qui véhicule finalement un certain nombre de jugements de valeur, aussi bien positifs que négatifs, et donc du coup avec une certaine subjectivité. Et du coup, un exemple pour montrer un petit peu cette tendance à l'orientation, à la subjectivité. Lorsqu'on regarde un petit peu les associations de mots, civilisation, on retrouve civilisation française, civilisation britannique, méditerranéenne, maya, aztèque, romaine, etc. Par contre, on va moins souvent voir écrit civilisation algérienne, tchadienne, brésilienne. Il y a vraiment une représentation d'une certaine dimension lorsqu'il est question d'aborder la notion de culture, de civilisation, pardon. En français, c'est plutôt le sens 2 qui est privilégié au détriment du sens 1. Et civilisation renvoie à quoi? Culture ancienne, patrimoniale, avec une longue histoire qui a laissé des traces. Mais du coup, le problème pour les enseignants de FLE, si on ne prend pas en compte ce poids de l'histoire, c'est qu'on éjecte, si on s'appuie uniquement sur ce sens, cette dimension de la civilisation,
on éjecte ce qui concerne les cultures plus récentes, notamment celles du Nouveau Monde. Et c'est pour ça que dans la tradition française maintenant, en tout cas, on va plus parler de culture que de civilisation. J'en vois non plus, notamment à l'article de Argot 2018. Donc, la notion de culture aujourd'hui, on se rend compte que du côté, en tout cas, comme je le dis, français, il y a un abandon de la conception patrimoniale et humaniste. On va avoir une approche qui est souvent plus anthropologique, descriptive. Pourquoi? Parce qu'on essaie de contourner tous les jugements de valeur qui y sont souvent associés. Ce qui fait qu'on constate l'abandon du terme civilisation au profit de culture, avec cette idée que toutes les cultures se valent et peuvent donc être un objet d'étude. Pourquoi? Parce que l'humanité forme un tout et on va s'intéresser à ce qui relève d'universaux culturels. La définition actuelle de culture, notamment celle de 82, prend en compte, donc je cite rapidement, la culture dans son sens le plus large est considérée comme un ensemble de traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels, affectifs, etc. Cette idée de culture, et là je commence déjà à faire le lien avec l'intérêt d'une approche plus interculturelle, le souci c'est que souvent on a une représentation de la culture uniquement avec en lien avec une partie seulement de ce à quoi ça renvoie. Là, je vous montre une représentation sous forme d'iceberg qui, en fait, met en avant le fait que lorsqu'il est question de culture, il faut considérer la part qu'on voit, qu'on a l'habitude de traiter, la culture externe, qui relève des opinions, des comportements verbaux ou non verbaux, des coutumes, de la nourriture, etc. Mais en fait, cette partie est inversement proportionnelle à ce qu'on a plus de mal à aborder en cours, à savoir une culture plus interne qui relève de tout ce qui est implicite. Les modes de valeur, de pensée, de croyances, les opinions fondées sur des indices ou apparences. J'y reviendrai. Lorsqu'on utilise et lorsqu'on aborde la culture, très souvent, on ne fait pas appel aux représentations d'abord des apprenants avant de leur proposer des contenus sur lesquels ils doivent s'exprimer. Et donc, du coup, ils le font de façon extérieure. À chaque fois, c'est ça. On ne passe pas d'abord par l'apprenant, par ses connaissances, par ses représentations, pour ensuite aller voir ce que disent des grands auteurs ou quoi. On va directement vers les grands auteurs et nécessairement, on a déjà une orientation de ces contenus, de ces interprétations. Donc là, cette représentation est intéressante parce que déjà, elle nous sensibilise à cet aspect des choses. Donc, du côté de cette culture interne, le souci, c'est que justement, c'est le fameux filtre que nous-mêmes enseignants, on n'en a pas nécessairement conscience et ça demanderait du coup d'avoir une réflexion déjà préalable, nous, avant ensuite d'en discuter, de proposer des choses à nos apprenants. Du coup, quelles implications du point de vue didactique? Première implication, on va traiter du lien entre culture et société. Ça veut dire quoi? Appartenir à une société, c'est appartenir à une culture et inversement. Et ça va soulever un certain nombre de questions et d'enjeux didactiques. Comment on se représente la société? Qu'est-ce qu'on va définir comme étant une société? Si on s'appuie sur la société française, est-ce qu'on peut parler d'une société nationale? Est-ce que par conséquent, il est question d'une culture nationale qui serait partagée par tous les Français? Là, nous sommes en 2022. Est-ce qu'on doit envisager une société française comme un ensemble politique abstrait avec des sociétés réelles et particulières? Et puis, ce qui relève de classes socio-culturelles. Là, j'en vois notamment à la notion d'habitus et l'habitus scolaire pour réfléchir à ces questions. Deuxième volet, deuxième partie, c'est aussi la culture qui est imposée de façon plus ou moins consciente et qui est plus difficile à repérer parfois. Implicitement, la culture nous est imposée par la société dans laquelle nous vivons et cela de manière plus ou moins implicite. Nous sommes tous conscients qu'il y a des textes qui sont un peu ethnocentriques et finalement, la culture ordinaire, dite ordinaire, c'est quelque chose finalement qui est
aliénant parce qu'on n'en a pas conscience. Pourquoi? Parce qu'elle nous modèle et on reproduit ces modèles-là si on ne les interroge pas. Et elle va influencer, qu'on le veuille ou non, notre regard sur le monde, sur les autres. Et du coup, c'est ce qu'on va transmettre aussi comme filtre à nos apprenants. Voilà, et donc du coup, il y aura des conséquences sur l'éducation et surtout si on se veut dans une approche interculturelle. Un exemple de classification, très rapidement, Galisson qui distingue ce qui relèverait d'une culture cultivée, une culture plus expérientielle ou ordinaire, et puis une culture plus médiatique. Relations entre culture et société, autre point important à prendre en compte, bien évidemment, les relations entre langue et société. Là aussi, dans une perspective didactique, c'est une réflexion qu'il faut avoir, et notamment l'apport de la linguistique dans les modèles sur lesquels nous, en tant qu'enseignants, on s'appuie. Du côté des linguistes, le postulat de départ, c'est que toute expression culturelle est liée au langage à travers lequel elle va s'exprimer. Et finalement, la question qu'on va se poser et qui va se poser, c'est celle des influences réciproques possibles d'une langue donnée sur la ou la culture dont elle est porteuse et vice-versa. Donc, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure pour un exemple récent que j'ai. Donc, du côté des linguistes, on se rend compte qu'il y a plusieurs avis qui sont souvent divergents. C'est ce qui est compliqué aussi lorsqu'il faut, en tant qu'enseignant, lorsqu'on est déjà professionnel de terrain, lorsqu'il faut faire le lien entre la théorie et la pratique, ce n'est pas toujours évident parce que parfois, ça vient de partout et les avis sont divergents. Donc, il faut pouvoir faire des choix et s'y retrouver. Alors, première thèse, c'est que la langue se réduit à des structures grammaticales. Vous imaginez bien que si on part de ce principe, ça oriente déjà la façon d'aborder la langue et la culture par rapport justement à la porte en lien avec le linguistique, la focalisation surtout sur le linguistique avec la tendance à mettre de côté l'aspect plus sémantique. Donc, notamment avec l'approche structuraliste, il y a eu cette tendance. Deuxième thèse qui oriente aussi certains enseignements, c'est que la langue et les systèmes de signification sont liés et finalement, on ne peut pas les dissocier. Donc, si on étudie la langue, c'est nécessairement étudier les systèmes de signification qui y sont associés. Ça veut dire quoi? De manière finalement dont ça va s'exprimer, soit on considère que le monde qui nous entoure influence la façon dont on va parler, soit alors on considère à l'inverse que c'est la langue qui va influencer, façonner notre vision du monde. Bon, là, je renvoie notamment à l'hypothèse de Sapir-Whorf qui rappelait que les langues comportent de nombreuses variations dans l'expression du réel avec un certain nombre de conséquences. Et puis un exemple, est-ce qu'un locuteur natif d'une langue amérindienne qui ne connaît ni la numérotation, ni les couleurs, est-ce que ce locuteur-là peut penser le monde de la même façon qu'un francophone ou qu'un hispanophone? Un exemple, là aussi rapide pour illustrer, c'est l'exemple de l'enseignement du lexique. Galisson, par exemple, propose de s'appuyer et d'adopter une démarche, une approche culturelle du lexique. Il parle de langue-culture ou de lexiculture. Et il insiste notamment sur une dimension qu'il appelle la charge culturelle partagée. Qu'est-ce que c'est que cette charge culturelle partagée? C'est l'idée que les mots ont une certaine dimension au-delà de l'aspect simplement linguistique, notamment celui qu'on retrouve dans les dictionnaires contemporains. Il y a ce sens-là, bien évidemment, mais derrière ça, il y a toute une charge aussi culturelle qui est véhiculée par le choix du mot. Et je vais essayer de l'illustrer rapidement. Donc, avec des exemples classiques proposés par cet auteur. Le muguet, par exemple, est rattaché connotativement à la date du 1er mai en France. Les couleurs rose et bleu se rapportent respectivement aux petites filles et aux petits garçons. La rose, en tant que fleur, se rapporte aux filles. Le chou, ça c'est du point de vue historique, on retrouve le chou qui se rapporte aux garçons. Et donc, du coup,
donc des mots qui ont une charge, donc à ne pas confondre avec simplement des sens différents d'une variété de la langue à l'autre, mais vraiment un mot qui a un sens dans le dictionnaire, mais qui, derrière ça, véhicule aussi une charge qui est partagée dans la société. Si on prend aussi le mot « bac », par exemple, là aussi, on va trouver une signification, sauf qu'il y a aussi une charge culturelle partagée qu'il y a derrière, autour du fait de passer l'examen, le marché éditorial qu'il y a derrière ça, les épreuves, la politique scolaire. Bon, ça véhicule vraiment toute une dimension et derrière le simple mot. Donc, au niveau didactique, quels enjeux si on s'intéresse à cette approche de l'enseignement du lexique telle que proposée par Galisson? C'est finalement une nécessité de remise en cause de l'enseignement traditionnel du lexique, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur le sens dénoté du mot sans prendre en considération. En général, on se focalise sur ce sens dénoté, sauf que là, l'idée, c'est de s'appuyer sur ce CCP, donc cette charge culturelle partagée. D'une langue à l'autre, on va retrouver une charge culturelle différente. Au sein d'une même langue, on peut retrouver une même charge, ou au sein d'une même langue, pardon, on va pouvoir retrouver plusieurs cultures et donc du coup se poser la question de quelles sont les charges qui sont culturelles partagées ou pas, compte tenu de ces cultures qui se croisent au sein d'une même langue. En français de France, le mot crabe, par exemple, n'a pas spécialement, on n'a pas de charge culturelle. Si on va du côté de la zone géographique d'où l'on vient, avec mon collègue, au niveau des Antilles françaises, le mot crabe est associé à deux fêtes, notamment la fête de Pâques et la fête de Pentecôte, et il va rentrer dans la composition d'un plat traditionnel, le matoutou crabe, du nom du crabe. Donc voilà, donc il y a toute une charge autour de ça, et vous imaginez bien qu'il y a des choses à travailler avec les élèves, puisqu'on peut exploiter les recettes, des vidéos, faire la recette aussi. Bon, voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, du point de vue didactique, il y a certains enjeux. La CCP qui peut varier considérablement. Parfois, entre deux cultures, il peut y avoir plusieurs mots à charge culturelle partagée. Les mots arabes et français, toubib et bled, par exemple, qui ont des origines différentes, qui sont tous deux empruntés à l'arabe, qui ont la même dénotation et la même connotation dans les deux langues. Alors, des exemples qui ont donné lieu à des discussions, bon, c'est pour un petit peu vous interpeller. En espagnol, par exemple, deux mots et puis une expression plus figée, boyo et coger la guagua. Par exemple, boyo, en créole saint-lucien, réfère aux intestins, alors qu'à Cuba, ça réfère plutôt à la partie intime d'une femme. Donc, si on ne prend pas ça en compte dans l'enseignement d'une langue, par exemple, ça peut être un peu problématique. Coger la guagua, si à Cuba, il s'agit de prendre le bus, au Mexique, par contre, il y a une dimension en lien avec la sexualité et la violence aussi, puisque c'est en lien avec le viol. Donc, vous voyez que ça peut être important, dramatique si ce n'est pas pris en compte, c'est quand même important de prendre ça en compte. Donc voilà, donc je referme la parenthèse de cet exemple, d'une autre façon peut-être possible d'aborder le lexique. Alors, la linguistique a une influence et va influencer les choix qu'on va faire en tant qu'enseignant dans nos cours. Et aussi, il y a bien évidemment la sociolinguistique qui est intervenue aussi dans l'orientation que prennent nos cours, avec notamment la pragmatique, et puis la pragmatique et son inclusion dans les approches et les méthodes plus contemporaines. Là, je renvoie notamment aux approches communicatives et à l'approche actionnelle, avec toujours en arrière-plan la réflexion en fonction de mon public, en fonction de l'endroit où j'enseigne et des contenus, est-ce que l'approche actionnelle et le cadre européen sont pertinents ou pas? Est-ce que, bon, il faut aussi avoir toujours, et c'est ce qui est difficile, j'en discutais avec des anciens étudiants, le master, par exemple, a permis à certains collègues qui ont mis le costume d'étudiant de prendre un peu de recul
et finalement de se poser des questions. Lorsqu'on est sur le terrain, on est professionnel de terrain, ce temps de distanciation est difficile. Donc, bon, il faut y penser. Ce qu'on vous propose comme cadre, parfois, ça ne s'applique pas directement. Il faut quand même y réfléchir et prendre un peu de distance. Bon, en tout cas, je reviens à ce que je disais. Influence de la sociolinguistique, on le retrouve dans les méthodes contemporaines, notamment dans les approches communicatives et l'approche actionnelle. Et on passe donc de la description de structures grammaticales vers l'intérêt pour les pratiques linguistiques au sein de différents groupes. Bon, je passe Porcher 96, qui met en avant donc l'intérêt de la communication, qui met en avant l'intérêt des compétences culturelles et interculturelles. Parmi ce qu'on peut étudier en cours, on prend en compte les rituels de politesse, d'excuse, les rituels amoureux, et puis aussi tout ce qui concerne les genres de texte. Par exemple, quelque chose d'un peu classique, le vouvoiement, qui vouvoie qui tutoie qui, dans quelles circonstances. C'est des discussions que j'ai pu avoir ici pour savoir comment ça se passait ici, comparativement aux Antilles, comparativement à la France hexagonale. Comment, dans une relation interpersonnelle, va se négocier le passage du vous au tu. Bon, voilà. Ça fait partie des questions qu'on retrouve maintenant dans les cours. Du coup, j'essaie d'aller un peu vite pour ne pas trop durer non plus. Une des questions, ok, je suis dans les temps, me dit le maître du temps, merci. Donc, une des questions soulevées, c'est quels enseignements culturels en didactique des langues? Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les 4 niveaux des enseignements apprentissage culturel. Là, je ne vous apprends rien. Le niveau des savoirs, le niveau des savoir-faire, le niveau du savoir interprété et le niveau du savoir. Rapidement, une illustration. Si on prend l'exemple de se nourrir, dans la culture de la France hexagonale, on va avoir une déclinaison de questions et de façons d'aborder justement cet aspect en cours, si on s'intéresse au niveau du savoir, des savoir-faire ou des savoirs interprétés. Mais du coup, quelles compétences culturelles minimales, sur quelles compétences culturelles minimales on va se fixer dans le cours? Finalement, comment est-ce qu'on va sélectionner les faits de culture qui sont destinés à faire l'objet de ces fameux enseignements apprentissage? Plusieurs réponses possibles. Et parmi les plus classiques, celles qu'on va retrouver dans les cours, ça va être l'exploitation d'un concept, celui d'universel singulier, et puis en particulier l'appui sur le CECR avec les savoirs socioculturels. Du côté des concepts d'universel singulier, on va retrouver par exemple le temps. C'est quelque chose d'universel dans toutes les sociétés humaines. Par contre, d'une société à l'autre, le rapport au temps va être différent. Et ça va avoir des conséquences sur la façon dont ce rapport ou ces rapports vont être exprimés dans la société et dans les faits de société. Donc, par exemple, si on s'appuie sur le temps s'écoule et relève de l'expérience humaine. On va en général identifier un passé, un présent et un futur, sauf que dans les calendriers en fonction des cultures, on peut retrouver justement des structurations différentes. Et bien évidemment aussi l'expression linguistique. Je prenais notamment l'exemple du créole à base française des Antilles va être construit sous la forme du temps, mode, aspect. Alors que c'est un créole français qu'il côtoie et qui est en contact avec le français aux Antilles, le créole, lui, se base sur une autre construction du temps et à la limite se rapproche plus de la construction de certains temps en anglais que du français. Pourtant, c'est des langues qui sont en contact régulièrement et qui sont très proches. Donc, des cultures qui se croisent sur le même territoire, culture française et puis des cultures issues de la colonisation, mais qui ont évolué bien évidemment. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus. Sur le concept d'universel singulier, on peut effectivement questionner ce qui relève du rapport au temps, à l'espace, à autrui, au corps, à l'habitat, etc.
ce sont des choses qu'on exploite justement dans les cours parce que c'est intéressant de comparer ce qui se passe en France, ce qui se passe en Argentine, et en Argentine, ce qui se passe à San Juan, ce qui se passe à Buenos Aires ou autre. Voilà. Et dans chaque ville ou dans chaque province, regarder plus de façon microscopique ce qui se passe dans telle communauté. Donc voilà, c'est des choses qui sont exploitées et qui sont assez riches. Du côté du CECR, vous allez avoir un certain nombre de catégories proposées pour un petit peu analyser et faire des choix en termes de contenu et d'enseignement, et cette catégorie en particulier. Voilà, je ne reviens pas dessus et je continue. Alors, la question qui se pose, maintenant que j'ai refait ce petit historique et ce petit retour en arrière pour rappeler finalement que les choix qu'on fait dans nos cours pour aborder les contenus culturels sont souvent influencés par finalement ce poids aussi de l'histoire. Lorsqu'il est question maintenant d'interculturel, est-ce que les questions se posent de la même façon? Là, on va s'intéresser plus au savoir-être. Donc, qu'est-ce que c'est le savoir-être et comment l'aborder finalement en cours? Et pourquoi est-il question d'une éducation interculturelle? Bon, là, notamment, j'ai repris une citation qui est un peu connue, qui détaille un petit peu. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que l'interculturel, finalement, c'est une fenêtre qu'on va ouvrir pour regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs. Et du coup, lorsqu'on ouvre cette fenêtre, ce n'est pas de la simple comparaison des choses qu'on met côte à côte, puis on dit, voilà, ça fonctionne comme ça, et là, comme ça, etc. C'est un petit peu plus riche et différent lorsqu'on essaie de l'aborder en cours. En tout cas, la réflexion autour de l'éducation interculturelle, de l'interculturalité, elle date et elle est héritée des années 70, et notamment avec les phénomènes migratoires. Donc ça, notamment en Europe, et on va avoir une série de décisions politiques qui vont être liées à ce contexte et cette prise en compte du contexte, et puis les décisions à prendre aussi pour l'enseignement. Sauf que, donc du coup, on va avoir beaucoup de textes et beaucoup de réflexions autour de l'interculturalité, mais souvent orientées vers ce type de public-là. Mais est-ce que ce public-là et les solutions proposées correspondent aux réalités, par exemple, de notre classe? Là aussi, il y a besoin de prendre un peu de recul et bien évidemment d'adapter. En tout cas, les réflexions datent des années 70 et au niveau des systèmes éducatifs, on va avoir la nécessité de prendre en charge des enfants dont la langue et la culture maternelle sont différentes. Et on va donc essayer de développer une pédagogie autre que celle qu'on retrouve plus classiquement en didactique du FLE, avec un questionnement, une remise en question de comment est-ce qu'on voit une société, une culture, une langue qui circule dans cette société. Les objectifs attribués souvent à cette approche interculturelle, c'est d'amener l'apprenant à relativiser sa culture maternelle, donc se décentrer un peu, prendre du recul, et avec l'idée de sortir du filtre que j'ai présenté précédemment et avec l'éducation à un regard beaucoup plus neutre. Et ça, c'est compliqué parce que nous-mêmes, comme je l'ai dit, on a déjà un regard orienté et un avis arrêté parfois sur certains sujets. En tant qu'enseignant de langue, en général, on est un peu plus nuancé parce qu'on est obligé de prendre en compte beaucoup plus de réalité, mais on a souvent cette orientation. Donc, du coup, proposer de le faire travailler aussi aux élèves, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Donc, esprit de neutralité, le fait de se décentrer, pourquoi? Pour apprendre à passer du jugement de valeur plus ou moins spontané à un regard qu'on objectiverait par rapport à ces faits culturels. Donc, aller vers l'acceptation de l'autre. Donc, ce sont des grands principes, mais on va essayer de voir plus concrètement comment ça se concrétise. Mais en tout cas, aller vers l'acceptation sereine de l'autre en tant qu'il est différent de moi. Et notamment, le fait d'aller vers cette acceptation,
c'est réfléchir à quelle est mon identité, mais quelle est l'identité de l'autre et en quoi on se ressemble et en quoi on est différent. L'idée, finalement, c'est quoi? Ça va être d'objectiver toute culture, aussi bien maternelle qu'étrangère. Pourquoi maternelle? Parce que c'est la culture et c'est l'identité de l'apprenant. C'est aussi peut-être parfois celle de l'enseignant. Et quand ce n'est pas le cas, c'est justement l'occasion de faire le lien. Donc, objectiver toute culture, aussi bien valoriser la culture maternelle de l'apprenant que la culture étrangère à laquelle on essaie de lui donner accès. Ce qui va bien évidemment aller avec de nombreux phénomènes qui sont parfois un peu complexes à analyser, et notamment sur les stéréotypes. Donc, j'ai passé assez rapidement la définition, c'est en gros ce que je disais. Donc, une des notions centrales dans ce questionnement autour de l'interculturalité, c'est comment est-ce qu'en classe, on aborde les stéréotypes en tant que représentation sociale standardisée. Là, je parlais des fameux filtres aussi, du filtre sur la culture donc, interne. Donc, ces stéréotypes vont catégoriser de manière parfois assez rigide et persistante un groupe. On va stigmatiser parfois tel ou tel groupe humain et on va donc appliquer sur ce groupe humain une grille de lecture simple. Donc, effectivement, lorsqu'on est en cours, on cherche des choses qui puissent être didactisées et simplifiées. Mais lorsqu'on aborde la question de l'interculturalité, on se rend compte que du coup, on est un petit peu limité, qu'il faudrait peut-être aller un peu au-delà de cette grille. Les stéréotypes ont tendance à déformer la réalité et à l'appauvrir. Donc là aussi, question en tant qu'enseignant, est-ce qu'on veut donner une vision riche, dynamique de ce qu'est la réalité, ou est-ce que pour des questions de facilité d'organisation, on ne donne accès qu'à une seule vision un peu simplifiée des différentes cultures, de la culture étrangère à laquelle on donne accès. Alors, ce qu'il y a derrière, c'est bien évidemment, les stéréotypes permettent aussi de se retrouver dans la culture ordinaire et dans ce que tout le monde pense. Donc, du coup, on évite de se démarquer, on évite soi-même d'être critiqué parce qu'on pense comme tout le monde. Donc là aussi, c'est des réflexions que les enseignants doivent avoir. Est-ce qu'on ne veut pas aussi donner des clés à l'apprenant pour non pas se démarquer complètement et puis être à son tour stigmatisé, mais sortir de cette répétition? Bon, rapidement, la notion de stéréotype, deux aspects, le fait qu'il simplifie. Exemple, les Allemands sont tous blonds et ils sont buveurs de bière. Et puis, l'aspect un peu de généralisation abusive. J'ai vu un Allemand blond, j'en déduis quoi? Que tous les Allemands sont blonds. J'ai vu deux Allemands boire de la bière, j'en déduis quoi? Que tous les Allemands, eh bien, ils boivent de la bière. Si on applique ça sur des éléments culturels, le climat, par exemple, en Bretagne, il pleut tout le temps. En Martinique, il fait toujours très chaud. La nourriture, on mange très mal en Angleterre. Les personnes, les Roms, romanichels, sont tous des voleurs, comme les Arabes. Et en fait, ça peut aller très loin, parce que là, ça vous fait sourire, mais finalement, ça relève vraiment de ce qui circule. Et même si dans un cours, on va dire « Ah oui, mais dans tel texte, etc. », on n'interroge pas finalement ce que pensent les apprenants. Et lorsqu'ils sont jeunes, c'est souvent ce que pensent les parents ou l'entourage que les apprenants ramènent en cours. Et si l'enseignant confirme ce qu'ils ont entendu ailleurs qu'en classe, du coup, ça va fixer tout ça. Donc, on va reproduire. On va reproduire un petit peu cette transmission de stéréotypes. Alors, dans la grille de lecture que je vous propose, je vous invite donc à prendre en compte une catégorisation, les autostéréotypes versus les hétérostéréotypes. Ça va nous aider pour l'atelier de tout à l'heure. Donc, deux catégories, et ça peut renvoyer aussi bien à des aspects positifs que négatifs. Mais simplement, l'aspect autostéréotype, donc ce sont les stéréotypes que l'on fait porter sur soi-même et ou sur le groupe, la société d'appartenance. Et puis les hétérostéréotypes, là, il va être question de quoi?
des stéréotypes que l'on fait porter sur les autres, sur ceux qui ne participent pas de notre groupe et ou de notre société. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre un peu de distance par rapport aux stéréotypes? Vaste question. Très souvent, ils sont inconscients. Très souvent, on les subit, on les fait subir aux autres. Et finalement, si on est dans cette démarche interculturelle, l'enjeu, ça va être quoi? C'est de réussir à définir, à identifier et à conscientiser ces fameux stéréotypes. Et donc, du coup, là, j'y reviendrai par rapport à une méthodologie de travail et pour aborder les contenus qu'on peut proposer. Définition, que le sujet soit conscient que le sujet, l'apprenant soit conscient que des stéréotypes circulent, qu'on est les premiers à être porteurs de stéréotypes. Moi, en tant qu'enseignant, je suis aussi porteur de stéréotypes. Bon, c'est très bien. Là, on en a conscience. Donc, du coup, on essaie de les catégoriser, de les identifier. C'est vrai que je regarde la salle, mais en fait, il faut que je regarde par là aussi, puisque nous sommes à distance. Je suis désolé pour le public qui est à distance. Je vous oublie. Donc, l'identification, mais aussi une grille pour leur permettre de mieux analyser ce qui se passe, et puis la prise de conscience du fait d'avoir fait ce travail en amont. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut appliquer ça lorsqu'on veut exploiter des supports de classe, et finalement, c'est en lien avec quel type de pratique? Le maître du temps, excusez-moi, où j'en suis? OK. Alors, quel type de support, finalement, il faudrait ou il faut choisir pour être dans cette démarche? C'est bien évidemment une question fondamentale, puisqu'on a dit qu'on essaie de faire la part des choses entre les apprentissages culturels et puis une autre façon, un autre degré, les apprentissages interculturels. Donc là, l'une des difficultés à prendre en compte, c'est les représentations qu'en tant qu'enseignant, et aussi parfois les apprenants, on a de ce qui est digne d'intérêt ou pas. Quelle place on donne aux intérêts des apprenants, et même quand on donne de la place aux intérêts des apprenants, eux-mêmes peuvent avoir une représentation de ce qui est digne d'être enseigné, d'être appris. Si les objectifs des apprenants, ils ont payé pour aller dans tel pays et avoir accès à une culture intellectuelle, pour aller voir des opéras ou autres, quelle place ont les supports qui ne relèvent pas de cette culture-là? Donc voilà, une des difficultés à prendre en compte, c'est vraiment déjà cette représentation de qu'est-ce qui est digne d'intérêt ou pas. Par exemple, les chansons à texte, le discours publicitaire et le discours littéraire, ce sont des supports qui sont très intéressants à exploiter. Mais du coup, est-ce qu'ils permettent de rentrer dans une réflexion, une démarche interculturelle? Du côté des chansons à texte, la question qui peut se poser, c'est finalement quel type de chansons à texte, donc quelles chansons vont être porteuses de stéréotypes? C'est un support privilégié dans la tradition pédagogique, et on pense que certains auteurs sont, du fait de la haute tenue littéraire, qui sont dignes d'intérêt. Du coup, c'est ceux vers lesquels on va aller spontanément. Les auteurs très classiques, par exemple, ou des auteurs plus contemporains. Donc, du point de vue de la qualité des textes, par rapport au style notamment, bien évidemment, ils sont dignes d'intérêt et ils sont très intéressants pour travailler l'aspect linguistique, mais par contre, ils sont beaucoup plus pauvres du point de vue des stéréotypes. Le savoir-être n'est pas directement associé à un travail sur la langue, sur l'aspect linguistique. Le savoir-être est plus lié à la personnalité et la façon dont on va se construire et construire le regard porté sur les autres. Donc, du coup, certes, ce sont des textes intéressants, riches du point de vue linguistique, mais
ils ne vont pas véhiculer finalement les stéréotypes qui obligent à se décentrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, les stéréotypes circulent plus souvent dans ce que j'avais présenté comme étant la culture ordinaire, et donc du coup, dans certains types de textes. Alors, quel texte finalement de chanson propose le plus de stéréotypes à exploiter en classe? C'est en général ce qui relève de l'industrie plus culturelle, et notamment des chanteurs les plus populaires. Pourquoi? Parce que finalement, le succès est en lien avec un discours convenu et une circulation d'idées, justement, que tout le monde partage plus ou moins, tout le monde se reconnaît dans cette culture aussi nationale, etc. Donc, le succès va se fonder sur ce type de discours-là, et notamment sur les stéréotypes les plus partagés. Le consommateur va acheter un produit, la chanson, qui lui tient donc de discours qu'il souhaite entendre, en fait. On va vers ce qu'on recherche. Alors, donc désolé, hein, je constate à chaque fois que le texte est un petit peu coupé. Là, par exemple, une chanson à texte porteuse de stéréotypes un peu ancienne, c'est « J'habite en France » de Michel Sardou. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire passer rapidement le son. Il y en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin, et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Ouais, il y en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame, et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade, la culotte en l'air à les entendre. On croirait bien, tu sais. Alors, attendez, je reviens. Donc là, quelles sont les caractéristiques de cette chanson? En fait, on va retrouver l'actualisation des deux types de stéréotypes. Les hétérostéréotypes, portés par les Français sur les étrangers, et aussi les autostéréotypes, par lesquels les Français vont eux-mêmes se caractériser. Donc, c'est pour ça que c'est un support ancien, mais ça peut être intéressant de créer un petit peu la déstabilisation chez les apprenants qui vont se dire, oui, surtout s'ils sont jeunes, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette vieille chanson-là, etc. Mais là, le fait d'aborder tout ce qui circule dans ce texte, ça peut être intéressant pour mettre en lien avec des choses beaucoup plus contemporaines et plus récentes. Donc, voilà un exemple de support de chanson. Si on veut travailler sur les stéréotypes, si on veut travailler sur une certaine vision de la culture française, voilà le type de support qui peut être intéressant. Autre support aussi, c'est le discours publicitaire. Là, par exemple, des affiches de voyage qui donnent à voir, donc c'est une fenêtre sur des pays. Si on prend l'exemple de la destination Mexique, si on regarde un petit peu ce qui est représenté sur l'affiche, on va avoir une vision stéréotypée que des étrangers sont supposés avoir de ce pays. Avec quoi comme caractéristique? Eh bien, le Mexique va se résumer à quoi? À un cactus en fleurs, à un chapeau, à une guitare, à une couverture. Et puis, en arrière-plan, il y a un petit peu quand même de patrimoine, de culture, d'histoire aussi, dans ce sens-là, des monuments antiques, donc au second plan. Donc voilà, donc, pour ne pas conclure, finalement, interculturalité, oui. Donc, du point de vue théorique, je l'ai passé rapidement, il y a eu de nombreux développements, sauf que du point de vue pratique, c'est un peu plus compliqué à aborder. En tout cas, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on fait en général. Et c'est pour ça que dans l'atelier, ce que je vous propose, c'est de mettre en pratique une méthodologie de travail, en tout cas une méthodologie proposée par mon collègue, et donc de voir concrètement comment l'appliquer. Cette méthodologie porte sur quoi? Sur comment faire comprendre à l'élève ce qu'est un stéréotype, comment faire prendre conscience aux apprenants qu'eux-mêmes sont porteurs de ces stéréotypes, auto et hétéro, et puis de proposer finalement le fameux document qui ne va pas être le document déclencheur, mais le fameux document qui va permettre, à partir de la conscientisation, de l'identification et de la grille de lecture, qui va permettre de travailler sur vraiment les stéréotypes dans la société française.
Là, juste pour finir, un manuel qui propose un travail avec un abord interculturel, c'est le manuel Totem, une partie sur les représentations et un travail sur les stéréotypes, les clichés. Voilà, je m'arrête là. Merci de votre attention. Merci Jean-David, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés à distance. Maintenant, on va rester dans un cercle beaucoup plus intime pour mettre en pratique, effectivement, passer du cadre théorique qui était effectivement très riche à la salle de classe et à l'utilisation de matériel. Cette réflexion interculturelle, ou plutôt comment aborder l'interculturel en classe. Et ce n'est pas si facile. Merci. Merci beaucoup.